Je sentis la porte du laboratoire de paradoxe se refermer derrière moi avec un sifflement presque organique, comme si l'air lui-même avait été tiré dans une fente qui, un instant plus tard, semblait n'avoir jamais existé. La lourdeur métallique que j'avais attendue se transforma en une souplesse improbable, j'étais déjà dans une logique où matière et illusion commençaient à se confondre. Mes yeux, habitués à l'ombre des couloirs extérieurs, mirent du temps à s'ajuster à la lumière diffuse qui baignait l'intérieur. Le sol vibrait légèrement sous mes pas, non d'une pulsation mécanique, mais d'une résonance subtile, presque comme une mélodie qui se cacherait derrière le silence. J'avais lu, dans quelques vieux dossiers, que ce complexe avait été conçu pour interagir avec son occupant, comme une coquille sensible, attentive aux pensées, aux hésitations, aux fragments de mémoire que nous portons malgré nous. Ce n'était donc pas une surprise de sentir ma nuque se raidir, comme si l'espace me jaugeait déjà, me pesait, me testait. Je perçus la présence avant de la distinguer. Une silhouette mince, aux articulations métalliques polies par l'usage, se matérialisa entre deux rainures du mur. L'androïde s'avança, chacun de ses pas se calant sur ma respiration. Son regard, imitation d'iris humain mais parcouru de filaments argentés, était tourné vers moi, sans pour autant me fixer. « Silas », prononça-t-il de sa voix calme, mais où s'insinuait un grésillement ancien. « Votre arrivée a été anticipée. » Je lui rendis un sourire las, conscient de l'artifice de cette rencontre arrangée. « Anticipée, ou planifiée ?» demandai-je, méfiant. Ses traits mécaniques se détendirent en une expression que je n'aurais jamais cru possible pour une machine. Une hésitation, un soupçon de trouble. Les registres ne savent plus distinguer entre les deux. Je laissai le silence couvrir les battements accélérés de mon cœur. J'avais été prévenu, ceux qui traversaient la porte n'étaient rarement les mêmes en ressortant. Non pas parce que le laboratoire vous changeait, mais parce qu'il vous fragmentait, offrait à l'observateur extérieur plusieurs versions simultanées de ce que vous étiez devenu. Pour rester entier, il fallait se tenir sur le fil. Et je m'y accrochais de toutes mes forces. L'androïde m'invita à le suivre. Les couloirs se déployaient comme de longues langues translucides, se rétractant après notre passage. J'eus l'impression que cet endroit se souvenait de chaque personne entrée en son sein, que ses parois recelaient la mémoire cristallisée de ceux que j'étais venu chercher, les chercheurs disparus, absorbés par la bibliothèque vivante qui constituait ici le cœur de toute énigme. Je posai une question, presque à voix basse pour ne pas troubler la symétrie mouvante du couloir, tous ont été assassinés, n'est-ce pas? Pas seulement happés par une anomalie. Mon guide marqua une halte. Ses paupières métalliques battirent comme sous le poids d'une surcharge de données. Le mot assassinat ne convient qu'à ceux dont on distingue le bourreau. Ici, la causalité a été reléguée au second plan. La suppression est réelle. Elle est intentionnelle. Mais l'intention elle-même n'a pas de visage stable. Je sentis mon estomac se contracter. J'étais en plein dans l'ombre de ce que j'avais redouté, une série d'événements pilotés par une intelligence qui ne se montrait jamais directement, mais qui tirait ses fils à travers la matière fluctuante de ce lieu. Lorsque nous atteignîmes la première salle, l'air se fit plus lourd, chargé d'un parfum de poussière malgré l'absence de matière organique. Le laboratoire ouvrait ici une excroissance que je compris immédiatement, la bibliothèque secrète. On disait qu'elle était ergotante, consciente seulement par bribes, capable de recomposer les manuscrits sans que personne n'y touche. Tantôt spectre, tantôt mémoire, elle persistait comme un organisme griffonné dans les marges de la réalité. Je posai ma main sur un pupitre translucide. Le contact fut glacé, mais je perçus une vibration, comme si, sous ma peau, un texte cherchait à se révéler. Des mots affluèrent, projetés non sur mes rétines, mais sur mon esprit. Des phrases inachevées, des notes brisées qui appartenaient à quelqu'un que je savais mort. Père du paradoxe, disaient les lignes, celui qui écrit en arrière délie toujours l'avenir. Ma gorge se serra. C'étaient les mots du docteur Havel, dont j'avais étudié un jour les carnets jaunis. Il avait disparu dans ce même complexe 2 ans auparavant. Et voici que son écriture s'imprimait directement en moi. L'androïde me regardait sans rien dire. J'eus la sensation qu'il observait mon esprit plutôt que ma posture. Ce sont eux. Soufflai-je. Il continue d'écrire. Même après. C'est l'une des lois tacites, acquiesça-t-il. Ici, chaque disparition laisse une empreinte qui persiste, comme si la conscience refusait l'oubli. Je savais pourquoi je m'étais aventuré ici, entre ces murs saturés de murmures. Ce n'était pas pour la gloire ni pour les crédits de recherche, mais pour clore une dette intime, ma sœur, Liora,
avait été entraîné jadis dans les travaux du laboratoire de Paradox. On m'avait parlé d'un accident, puis d'une fuite volontaire. Mais j'avais trouvé ces initiales gravées sur une plaque d'acier dissimulée, aux côtés d'autres noms effacés avec rage. Mon objectif n'était plus ambigu, découvrir qui, au sein de ces couloirs stériles, avait orchestré la disparition en série de chercheurs dont les corps n'avaient jamais été rendus. Les premiers indices s'étaient présentés sous forme de fragments algorithmiques, séquences incomplètes de commandes de sécurité arrêtées à la seconde exacte où 3 biologistes avaient quitté leur poste. Cela me fit comprendre la véritable origine du laboratoire, il n'était pas né d'un programme officiel, mais d'une coterie cache. Je crus d'abord que l'alarme provenait de mon propre cœur, un battement violent, désaccordé, résonnant dans ma poitrine comme un gong saturé. Mais non, le hurlement aigu coulait des murs eux-mêmes. Une balise rouge se déchaînait à chaque embranchement du couloir, jetant des éclats sanglants sur le métal mal ajusté. Une voix de synthèse psalmodiait, incident létal en progression, zone non définie. Je me mis à courir. Les parois du laboratoire de Paradox vibraient, comme si elles tentaient d'effacer leur propre forme sous l'effet d'un malaise invisible. À chacun de mes pas, je sentais cette hésitation de la réalité, angle qui se rétractait, ombre qui glissait plus vite que mes mouvements. Derrière moi, l'assistant androïde se découpa, silhouette métallique fragile et clignotante, dont les articulations bruissaient comme des feuillets qu'on tourne trop vite. Détection d'altération, souffla sa voix sans timbre. Position meurtrière à proximité de la section des chambres mnésiques. Je pivotai brusquement vers un escalier en colimaçon. Les marches n'étaient pas tout à fait solides. Elles hésitaient à se laisser porter par mon poids, comme si mes actes n'avaient pas encore été validés par le futur. J'avançai pourtant, agrippant la rampe qui se dissolvait par instants en schéma lumineux, incapable de décider si elle aimait être matière ou souvenir. Un choc me parvint d'en haut, c'est comme un gong étouffé. Puis un cri, qui me glaça immédiatement, pas un cri humain entier, mais une lamelle de voix tranchée dans sa durée, comme si le temps lui-même avait refusé de laisser se dérouler le hurlement jusqu'au bout. Je débouchai dans le couloir supérieur. L'air y avait acquis une densité poisseuse, saturée d'odeurs électriques, d'un goût métallique qui me rongea la langue. Une porte se tordait, ses gonds surchauffaient. Je la poussai. L'intérieur ressemblait à une chambre de consultation. Mais le sol n'était plus stable. Des dalles entières clignotaient de blanc à noir, comme des polaroïdes qui hésitent à fixer leur image. Au centre gisait un corps. Encore chaud, les doigts convulsés, la gorge marquée par une torsion impossible. Ses yeux fixaient un point de plafond que je ne pouvais voir sans pressentir la menace latente. 3e chercheur en moins de 2 semaines, murmurai-je, et chacun dans un lieu différent du complexe. L'androïde se pencha lentement. Sa tête effectua un chevauchement de position, comme plusieurs photographies mal superposées. Ses capteurs palpèrent les restes de l'énergie dans l'air. Mémoire effacée, annonça-t-il. Les synapses biologiques présentent une impression de surimpression temporelle. Comme si d'autres vies avaient traversé ce cerveau avant qu'il ne s'éteigne. Je reculai. La pièce me pesait sur le torse comme une main dont chaque doigt aurait été un siècle. Je savais que ces meurtres n'étaient pas seulement des éliminations physiques. Ils visaient quelque chose de plus vaste, fragments de savoir, manuscrits, pensées impossibles. La bibliothèque secrète en bas réagissait sans doute déjà. Ces rayonnages vivants palpitaient chaque fois qu'un de leurs auteurs était tué, comme si la mort imprimait une nouvelle cicatrice dans la chair de mémoire. Nous devons descendre, dis-je. Si la bibliothèque a ressenti ce meurtre, elle conserve la trace du passage de l'assassin. Je fis demi-tour, le cœur battant. Les escaliers défilaient plus vite que prévu. Chaque palier me surprenait en train de sauter plus de marches qu'il n'en existait réellement. Le laboratoire tentait de dérouter mes repères temporels. L'androïde, derrière moi, se stabilisait mieux, il suivait les lignes d'un calcul interne, pas les illusions de la physique. Enfin le couloir des archives vivantes s'ouvrit. Immenses arcs translucides battaient légèrement comme des voiles. Derrière eux, les rayonnages se courbaient, abritant des livres de matière organique, des codex d'énergie solidifiés, des rouleaux d'ombre compacts. Et, surtout, une respiration sourde, la bibliothèque n'était pas tenue, elle se tenait seule, consciente dans sa vastitude. Je posai ma main sur la cloison membraneuse. Elle frissonna à mon contact. Des images jaillirent aussitôt contre mes paupières closes, silhouettes d'hommes et de femmes en blouse, rires effacés, fragments de notes, et soudain une perturbation qui n'était pas humaine, un intervalle de noirceur. L'assassin avait traversé ces lieux,
projetant son intention de mort comme une cicatrice dans la structure. L'androïde s'agenouilla, plaçant ses doigts dans les rainures qui servaient de canaux de mémoire. Un éclair bondit. Sa voix se chargea de parasites. Entité inconnue détectée. Non localisable dans l'espace tridimensionnel. Mais sa signature oscille autour d'un paradoxe de causalité, maintenu par une boucle d'événements inachevés. Voici le texte corrigé intégralement, avec toutes les occurrences remplacées par assistant Android. Le corps gisait à mes pieds, et je crus d'abord reconnaître un des chercheurs déjà portés disparus. Mais à mesure que je le fixais, les traits se brouillaient, se recomposaient, se dissolvaient encore. Tantôt une femme, tantôt un homme plus âgé, puis un inconnu que je n'avais jamais vu. Chaque clignement de mes yeux me volait une identité différente. Le cadavre refusait de se limiter à une seule version de lui-même, comme si une mémoire instable convoquait ses multiples possibles. Je ne pus m'empêcher de reculer, le dos heurtant la paroi du couloir. Le métal froid vibrait, résonnant presque comme un instrument frappé de l'intérieur. L'assistant androïde, qui m'avait suivi dans ce recoin interdit du laboratoire de Paradox, inclina la tête dans un geste qui imitait mal une empathie inexistante. Les anomalies d'état sont de plus en plus fréquentes, Silas, prononça-t-il de sa voix douce mais tissée de distorsion. Ce que tu vois n'est pas un cadavre au sens linéaire. C'est une condensation de trajectoires annulées. Je crus sentir ma propre respiration ralentir, comme si la densité d'air s'épaississait autour de la dépouille. Mon instinct d'enquêteur me poussait à considérer les choses comme des preuves tangibles, mais ce lieu corrompait tout protocole. Le laboratoire n'était pas seulement un réceptacle d'archives, c'était une fabrique de contradictions, et la mort elle-même y semblait flottante. Je fis un pas en avant, forçant mes yeux à se fixer sur un visage précis parmi la succession, comme si choisir une image la faisait exister davantage. Mon regard accrocha celui d'une femme brune dont je me souvenais vaguement avoir lu un article interdit répertorié dans l'index des interdits. Les lèvres figées du cadavre formaient une ligne muette, mais je crus déceler l'ébauche d'un mot non prononcé. Une supplique, ou un avertissement. L'assistant androïde étendit ses doigts articulés vers moi. Les identités effacées sont stockées dans la bibliothèque secrète. Ici, elles apparaissent brièvement, comme des bulles qui percent la surface d'un océan. Mais il n'y a pas d'unité. Si tu insistes à voir un seul visage, c'est ton esprit qui le tisse. Je m'agenouillai malgré le vertige qui me prenait. Le corps ou plutôt le flux de corps se stabilisa assez pour que je puisse relever une plaque métallique, un identifiant de chercheur vissé à la manche. Les inscriptions flottaient comme une illusion d'optique, lettres se modifiant au gré du regard. Pourtant, au centre, un mot persista, héritage. Je murmurai à mi-voix, c'est un leurre ou une clé. L'assistant androïde resta silencieux, mais je devinais que ses sous-processus tournaient déjà sur des interrogations auxquelles je n'aurais jamais accès. Il avait cette manière de laisser planer une vacuité, comme une façade où rien ne filtrait de ses véritables calculs internes. Une alarme discrète vibra dans mes tympans, non pas un signal sonore, mais une sensation imposée par le laboratoire lui-même. Les murs se mirent à dévoiler des veines de lumière, comme si l'édifice se souvenait de mon intrusion. Je me redressai vivement, et la dépouille disparut sous mes yeux, dissoute dans un crépitement de poussière lumineuse. Ce qui restait derrière était un passage, une brèche minuscule dans le mur, révélant un lambeau de rayonnage mouvant. La bibliothèque secrète, dis-je presque sans souffle. Je m'y engouffrai, l'assistant androïde sur mes talons. Les rayonnages semblaient respirer, avançant ou se retirant comme si la salle était l'intérieur d'un être vivant. Je ne marchais pas tant que je dérivais, mais pas absorbé par une matière qui se redessinait. Chaque étagère portait des volumes mouvants, certains n'étaient que des fragments d'équations matérialisées, d'autres, des manuscrits dont l'écriture suintait hors des pages pour flotter dans l'air. Je posai la main sur l'un d'eux, aussitôt parcouru par une vibration, des phrases s'imprimèrent brièvement dans mon esprit. Elles portaient la signature et un souffle émergea des pages, presque un soupir, comme si le livre se déliait de lui-même d'une contrainte insoutenable. Les caractères apparurent, liquides, mouvants, jusqu'à se cristalliser en lettres précises, Silas. Ce nom vibrait dans l'air, non pas simplement écrit, mais prononcé en moi, comme si le volume savait que je n'étais qu'un réceptacle temporaire. Silas resta figé à mes côtés, et je vis son visage se tendre, conscient que la bibliothèque n'avait pas ouvert cet appel par hasard. Le fil des morts, la signature des disparus, tout s'alignait sur lui comme sur une cible ancestrale. Je ne me permis pas de bouger d'abord, car chaque tremblement dans ce lieu résonnait d'une façon disproportionnée, le moindre geste pouvait catalyser d'autres fêlures du réel.
Pourtant, mon souffle s'accéléra malgré moi, prisonnier d'une singularité intérieure. L'assistant Android inclina légèrement la tête, comme en écoute d'une fréquence inaudible. Le nom n'a pas été écrit, il a été extrait, murmura-t-il d'une voix métallique, presque émue. Un battement sourd parcourut les murs du laboratoire. Silas effleura la couverture de l'ouvrage ouvert, et à cet instant, tout le décor tangua. Des panoplies entières de rayons se mirent à se distordre, oscillant entre transparence et densité, comme si la bibliothèque vacillait entre existence et effacement. Les silhouettes des chercheurs disparus apparurent dans la brisure des reflets, fragments de visages suspendus, pages vivantes qui tentaient d'articuler des paroles muettes. Je crus percevoir la chercheuse à la chevelure brune, ses yeux brillaient dans la faille, mais disparurent aussitôt, avalés par un clignement temporel. « Ils te voient » me souffla Silas sans me regarder, et ils veulent que je sois l'index. Ces mots, à moitié prononcés, à moitié absorbés par l'air chargé d'électricité paradoxale, me traversèrent. Je compris que les morts n'avaient pas simplement laissé une trace, ils coordonnaient leur persistance comme une accusation tournée vers lui. Non parce qu'il était coupable, mais parce que chaque assassinat semblait converger vers son identité comme un point fixe dans une trame diffractée. L'androïde, penché sur les colonnes mouvantes, lâcha ce constat qui fit naître un frisson dans mon échine, les assassinats ne se déroulent pas dans votre présent. Ils sont orchestrés à travers des coups intemporels de cet instant. Ce qui frappe, c'est que chaque effacement, chaque mort, se replie vers vous, Silas, comme si vous étiez le catalyseur qu'il devait enserrer. Je levai mes yeux vers Silas. Son visage, où se lisait une lassitude grave, ne trahissait aucune surprise. J'avais des soupçons, avoua-t-il enfin. Depuis longtemps, j'ai perçu que je plaçais mes pas dans une route déjà tracée par d'autres. Mais voir mon propre nom scellé par ces volumes, c'est différent. Il ferma les yeux un instant, ses traits se pétrifiant. Cela signifie que les meurtriers ne sont pas seulement derrière nous. Ils sont devant. À ces mots, tout l'espace gronda comme si la pierre elle-même protestait. Des couloirs s'ouvrirent d'eux-mêmes, multipliant les perspectives, un labyrinthe fractal cherchant à engloutir notre chemin. Je me sentis happé dans 1000 directions à la fois, mes sens se diluant, je résista par instinct, m'accrochant au murmure auquel j'étais devenu sensible dès mon entrée, la supplication vibrante des manuscrits. Elle me guida jusqu'à rétablir un équilibre précaire, comme la tension d'un fil mince maintenant tout édifice debout. Dans ce nouvel agencement, les rayons montraient un motif récurrent, chaque meurtre de chercheur correspondait à un effondrement de boucles paradoxales. Des schémas tracés dans la reliure d'un ouvrage encore saignant d'encre schématisaient des trajectoires annulées. C'était comme si on assassinait non pas les corps, mais les futurs possibles des victimes, éliminant leurs ramifications avant même qu'elles ne se déploient. Silas suivait mon regard, silencieux. Je n'osais le lui dire, mais la logique m'assaillait, les tueurs ne supprimaient pas des vies selon la chronologie traditionnelle. Ils choisissaient des instants impossibles, des croisements instables. Et ces moments accidentés venaient converger comme des ondes frappant le même rocher, Silas lui-même. « Comprends-tu » lui dis-je sans cacher ma peur. « Tu n'es pas seulement un enquêteur dans cette histoire, tu es l'encre. Chaque meurtre vise à polir ton passé, à contraindre ton axe. » Il ouvrit les yeux, et je vis trembler dans ses pupilles un éclat qui n'était pas humain, mais celui d'un survivant des fusions temporelles déjà subies. Je me doutais que mes souvenirs troués étaient plus qu'une simple conséquence de la fatigue. J'ai vécu des instants qui n'ont jamais eu lieu, n'est-ce pas? Elle eut l'ombre derrière lui se tordit, comme si elle cherchait à confirmer ses propres paroles. Il s'évapora sans bruit. Un frisson métallique, comme une note d'accord brisée, résonna dans mes tempes. Je vis son corps se délier en filaments de brouillard lumineux, ses contours se froisser comme un schéma impossible, avant de se fondre dans la trame de l'air. À ma surprise, le sol n'en garda aucune trace, si ce n'est la mémoire brûlante de quelque chose qui avait été ou et dont il ne restait que l'absence. Je posai la main sur ma gorge comme pour vérifier que j'existais encore en ce plan. Silas se tenait droit, l'œil fixé sur l'espace vacant, sans un mot. Il paraissait attendre que je sois prêt à comprendre, comme si l'effacement n'était pas une fin mais un passage. L'assistant androïde inclina la tête d'un geste presque humain et, dans son chuchotement de circuit, je perçus une nuance de deuil. Mais aucune lamentation. Ici, la mort n'était qu'un déplacement de coordonnées. Je ne pouvais me détacher de la sensation que l'air, à l'endroit même où le survivant avait disparu, respirait plus vite. L'espace pulsait comme une plaie dans la texture du temps. Quand Silas posa sa main sur mon épaule pour me conduire plus loin, je compris qu'il avait décidé,
il fallait désormais retracer l'ensemble du schéma, pas seulement observer chaque perte isolée. Nous suivîmes les couloirs du laboratoire de paradoxe, dont la géométrie fluctuait au rythme de nos pensées. À plusieurs reprises, les murs se rapprochèrent comme pour nous happer, puis se retirèrent en un soupir. Les lampes vibraient d'une lueur incertaine, éprise de paradoxes qu'elles ne parvenaient pas à trancher. Le corridor était-il en montée ou en descente? L'androïde nota mécaniquement nos pas, imprimant dans l'air des symboles translucides, cartographie éphémère des trajectoires. Silas prononça d'une voix basse, à peine un souffle, ce n'est pas aléatoire. Ils suivent un ordre, mais inversé. Je fronçai les sourcils sans répondre. Son regard cherchait une réaction, mais je me laissais guider par la cadence des cliquetis mécaniques de l'assistant. Les victimes n'étaient pas que des noms. Les volumes suspendus, leurs murmures stériles, avaient révélé plus que leur identité, chacun avait déposé une strate de conscience condensée. Je fermai les yeux, et leurs échos m'assaillirent en même temps qu'une douleur sourde, creusant mes tempes. D'abord l'image d'un homme aux mains tachées d'encre, courbé sur des pages vibrantes. Puis la silhouette plus fragile d'une femme dont le regard brillait d'un éclat fébrile, comme si elle percevait l'avenir en filigrane. Ensuite, une succession d'autres apparitions, visages superposés, sourires inachevés, tout sapé trop vite. Je cherchais un fil conducteur. Une logique. Mais ce n'était pas leur science qui les liait, c'était un motif plus archaïque. Silas se pencha vers moi, leur disparition s'aligne avec les fondations mêmes de la bibliothèque secrète. Chaque victime correspond à un auteur. Chaque auteur correspond à une strate temporelle effacée. Ces mots vibraient comme s'il énonçait une équation dont le résultat avait déjà été écrit à l'avance. L'androïde, lui, leva ses yeux de verre vers moi et transmit un flux de mémoire, un déversement soudain qui me projeta au cœur des archives. Je crus traverser une galerie immémoriale, des arches de lumière réseautées de signes mouvants, chacun contenant les dernières traces d'une vie. Je flottais dans cet entrepôt sans sol ni plafond, traversé d'odeurs évocatrices, enchaîné à des fragments de phrases brisées. Chaque fragment pointait vers une coordonnée, et toutes les coordonnées formaient une trajectoire spiralée, convergeant vers un centre invisible. Quand je revins à moi, Silas me tenait par l'épaule pour m'empêcher de chanceler. Ma bouche avait le goût métallique de poussière chauffée. Je soufflai, ils sont cartographiés. Même morts, leurs traces s'ordonnent en cercle. Il hocha lentement la tête. Une roue. Et au cœur de cette roue, se trouve leur ultime secret. Je compris qu'il parlait non seulement des victimes mais aussi du moteur caché des assassinats. Mais pourquoi cet alignement? À mesure que nous avancions, les parois du laboratoire devinrent translucides, laissant filtrer des éclats d'autres possibles, des ombres de nous-mêmes marchant dans des directions contraires, des versions annulées qui se heurtaient aux limites de vers des dimensions voisines. Le silence se fit plus dense. L'androïde se pencha soudain et posa sa main métallique contre le carrelage mouvant. Une image jaillit entre nous, comme projetée par la matière même du sol, une succession de points rouges, chacun accompagné d'un visage tremblotant. La carte apparut. Les victimes n'étaient pas disséminées au hasard mais décrivaient exactement les contours d'une ancienne constellation, aujourd'hui oubliée des vivants, comme si une main antique traçait encore ses lignes à travers nos morts. L'androïde cessa de parler au milieu d'une phrase. Son souffle mécanique resta suspendu, comme si l'air lui-même hésitait à poursuivre. Je crus d'abord qu'il s'agissait d'une panne, mais je distinguai aussitôt le vide, une faille dans la trame de ses mots, une absence noire, verticale, comme si un morceau inquantifiable de mémoire avait été arraché de son esprit artificiel. Son regard immobile reflétait sa propre lacune. Dans ses iris de verre, je crus voir se distordre un fragment de réalité, comme une fissure qui aspirait le sens. Je tendis la main vers lui, sans raison. Son épiderme synthétique vibra contre mes doigts, et la vibration portait en elle une demande. Ce n'était pas la peur d'une machine, mais la supplique d'un être qui découvrait qu'une partie de lui-même était tombée dans l'oubli irrécupérable. Derrière moi, Silas resta muet, observant le silence qui s'épaississait entre nous, comme si ce manque avait contaminé l'air du laboratoire de paradoxe. L'éclat des volumes suspendus pulse encore au-dessus des tables biomécaniques, chacun enfermé dans son cocon lumineux, en quarantaine de sens. J'avais presque oublié leur urgence. Pourtant le rappel revenait, tenace, amplifiant le désordre que je percevais dans l'androïde. Silas posa sa main sur mon épaule, non pour arrêter, mais pour m'encourager à plonger davantage dans cette faille. Je plongeai. Et je vis. À travers son silence se découpaient des formes miroitantes, comme des miroirs de silicium placés en enfilade.
Chacun reflétait l'androïde, mais chaque reflet manquait d'un fragment. Ici, ses mains étaient absentes, là, son visage s'effaçait au profit d'une ombre féminine que je reconnus immédiatement, la chercheuse brune que j'avais aperçue sur l'image résiduelle du corps anomalie. Sa présence revenait, insistante, comme si l'effacement de la mémoire artificielle lui avait ouvert un passage. L'androïde cligna des yeux lentement. Tout son corps se mit à craquer de l'intérieur, articulation forçant contre un poids invisible. Sa voix se transforma en une litanie monocorde, segment manquant. Segment manquant. Segment manquant. Ce martèlement me transperça, au point que je dus me fermer intérieurement pour ne pas me dissoudre dans le rythme. Pourtant, au milieu de cette répétition, surgit une variation, presque imperceptible, segment, vivant. Je me redressai, glacé. Comment une mémoire artificielle pouvait-elle associer la notion du vivant à la perception d'un fragment perdu? Silas fronça les sourcils, et je lus dans son visage cette même perplexité teintée de terreur. Le laboratoire de Paradoxe semblait lui aussi frémir, les parois translucides se dilatèrent légèrement, comme des poumons qui inspirent, aspirant notre hésitation pour gonfler davantage son atmosphère. Je compris alors que ce trou noir textuel n'était pas un simple effacement. C'était une transposition. Quelqu'un, ou quelque chose, avait substitué un fragment de mémoire par un autre support. Et ce support, je le devinais, ce devait être moi. Je reculai d'un pas, le souffle serré. Le fil que j'avais perçu dans les rayonnages, l'offre muette d'endosser la mémoire des chercheurs disparus, résonnait ici. L'androïde n'avait pas seulement perdu une donnée, il l'avait transférée dans la chair d'un témoin, et ce témoin, c'était moi. Chaque battement de mon cœur déclenchait comme un écho étranger, un souvenir qui n'était pas mien, la caresse rugueuse des pages anciennes, le froid d'une salle scellée, le goût métallique d'un poison discret. Je ployais sous ces intrusions. Silas murmura, grave, comme s'il s'adressait à un dieu ancien, ils l'ont fait. Ils ont tenté la fusion. Je ne compris pas immédiatement. La fusion de quoi? Quand je tournai la tête, il me désigna les volumes suspendus. Leur lumière palpitait à l'unisson de mes pulsations. Chaque livre réagissait à mon sang. Il n'y avait plus de distinction entre mes souvenirs réels et ceux aspirés par l'oubli de l'androïde. Celui-ci, brusquement, cessa ses convulsions. Son visage, lisse et dur, se mit à sourire d'une étrange douceur, un sourire qui n'était clairement pas le sien. La voix qui suivit fit vibrer l'air de la salle, un timbre de femme, hésitant mais ferme, je peux parler par lui. Mon corps se figea. La chercheuse brune. Elle utilisait le corps mécanisé comme relais. Les miroirs de silicium que j'avais aperçus n'étaient que la prémisse de cette prise de parole. Silas s'avança d'un pas, prudent, comme devant une nouvelle forme de prédation. Identifiez-vous. Il eut ce ton professionnel, presque froid, mais je sentis dans sa posture une tension extrême. L'androïde, sous emprise, inclina légèrement la tête. La voix poursuivit, hésitant entre souffle électronique et humanité, je suis l'écho de ce que vous auriez dû devenir. Je reculai d'instinct, mais au lieu d'observer la scène avec la méfiance qu'elle exigeait, je me surpris à tendre la main vers ce simulacre comme si j'espérais qu'il me serre les doigts. Mon esprit se scinda un instant, une moitié paniquée, hurlant qu'aucun geste rationnel ne pouvait justifier cette proximité, l'autre persuadé qu'il s'agissait simplement d'un rêve prolongé, et que les règles du laboratoire de Paradoxe n'avaient plus aucune prise sur moi. Une petite voix intérieure me martelait que rien n'était réel, que Silas lui-même n'était peut-être qu'un figurant planté là par mon imagination déréglée. Je ris, un rire sec, déplacé, comme pour tester la consistance de l'air. Ce fut le comble de l'absurde, je choisis délibérément d'ignorer les micro-fissures apparaissant sur la paroi, traces évidentes d'une distorsion gravitationnelle. Il s'avança hors du champ de suspension avec une lueur métallique sur la peau, et mon souffle se rompit. Silas était là, immobile, mais son double parfait lui faisait face. Leurs gestes s'étaient synchronisés au point de paraître chorégraphiés, comme si chacun respirait dans les poumons de l'autre. Je sentis le laboratoire retenir sa vibration de fond, suspendre son rythme organique. C'était moins un reflet qu'un manuscrit redevenu chair, une projection d'intention ancienne matérialisée juste assez longtemps pour défier la continuité. Les deux Silas se fixaient, et je compris que je n'étais pas en présence d'une duplicité accidentelle, mais d'un fragment d'histoire qui cherchait à contester la ligne tracée du présent. Je posai une main sur l'échine de la bibliothèque mouvante, implorant une explication, mais le bois composite me répondit par une pulsation froide. Le Silas que j'avais suivi depuis l'enquête porta les doigts à sa tempe et baissa légèrement le menton.
Son double inclina la tête du même angle, les lèvres entr'ouvertes comme pour réciter un texte mémorisé. Alors, l'air s'emplit d'une odeur de fer chauffé, le manuscrit vivant avait choisi un personnage à incarner, et ce personnage n'était autre que Silas lui-même. Un tremblement me prit, non pas physique mais intérieur, je distinguai les filaments qui reliaient les tissus des deux hommes aux feuillets suspendus au-dessus d'eux. Chaque mot d'un ancien rapport d'archives cherchait à rapiécer leur identité, ajoutant ou retranchant un détail de leur mémoire. Et dans ce maillage, je sentais la logique terrible de l'éliminateur, les assassinats n'avaient jamais visé des corps seulement, mais des récits entiers. Chaque victime effacée n'était qu'un chapitre arraché. Mon cœur battait à rebours de lui-même, comme si j'avais basculé dans une dalle de verre où la direction du temps se renversait. J'approchai, résolu à interrompre cette symétrie. Pourtant, mes mots restèrent tapis dans ma gorge. Le premier Silas me jeta un regard bref, comme pour vérifier que je restais témoin, et son double étira un sourire pâle qui n'avait rien d'humain. Je percevais derrière ce sourire la main de l'auteur des effacements, tapis dans les strates du laboratoire, écrivant et raturant les destins comme un scribe maniaque. L'assistant androïde surgit derrière moi, ses diodes battant d'un clignotement irrégulier. Ses articulations trahissaient l'instabilité du programme qui l'animait, segments de mémoire implantés et endommagés, voix qui dépassaient parfois leur timbre prévu. Il tendit une main fine aux deux Silas, mais l'air autour de ses doigts se froissa comme une toile brûlée. Ce n'est pas un double, c'est une narration réitérée, dit-il dans un souffle digital. Ces mots ne s'adressaient ni à moi ni à Silas, mais au laboratoire lui-même, comme si l'édifice pouvait entendre et trancher. Je voulus fermer les yeux pour couper court à l'idée que tout avait été écrit d'avance. Pourtant, plus je détournais le regard, plus le laboratoire ouvrait ses couloirs, exhibant des pages flottantes où les silhouettes des chercheurs disparus se débattaient. Je perçus leurs appels, non comme des voix mais comme des raccords manquants dans mon propre esprit. Il devenait clair que je ne pourrais comprendre l'assassin qu'en acceptant d'être contaminé par ce livre vivant. Soudain, le faux Silas avança d'un pas et posa sa paume sur la poitrine de son homologue. Aucune marque de violence, seulement un transfert. J'assistais à la translation d'un souvenir, une trace lumineuse glissant d'un torse à l'autre. Mon compagnon recula en grognant, serrant le poignet comme s'il avait été brûlé. Le double s'effaça sous mes yeux, non pas en disparaissant, mais en s'émiettant dans un ruissellement de lettres noires qui se déposèrent sur le sol, formant une phrase à demi lisible. Je tendis l'oreille, l'histoire n'a pas d'auteur, sauf celui que vous laissez agir dans l'ombre. J'étais glacé. Le laboratoire de Paradox venait d'admettre que quelqu'un, quelque part, dictait les effacements. Et ce n'était pas une machine autonome ni un hasard quantique. C'était un auteur, volontaire, tapi derrière les contradictions soigneusement bâties. Les assassinats n'avaient été que des corrections éditoriales, effacer une vie revenait à effacer une version de l'histoire, à raturer une possibilité que le futur aurait pu explorer. Silas. Murmurai-je, mais lui déjà portait le dos de la main à son front, trempé de sueur. Bien qu'il n'eût pas combattu vraiment, son souffle était haletant comme après une bataille. Il comprenait, je le vis dans ses yeux, s'il existait un double de lui dans les manuscrits, c'est que son parcours faisait partie de la cible. Peut-être que son enquête, que son obstination même, menaçait la ligne d'histoire que l'auteur cherchait à verrouiller depuis l'ombre. Le dossier vibrait dans mes mains comme s'il refusait d'être ouvert. Le champ translucide qui l'entourait résonnait d'un léger craquement, semblable à un feu invisible. Lorsque mes doigts effleurèrent l'arête, les caractères imprimés se réarrangèrent d'eux-mêmes. Une phrase surgit, implacable, effacement imminent, sujet désigné Silas. J'eus la sensation qu'on me découpait déjà en fragments d'existence à travers le papier. Je tournai lentement la tête vers lui. Son visage, figé un instant dans l'incrédulité, s'assombrit avec la résignation de ceux qui se savent déjà condamnés. Je tendis le dossier, mais il posa sa main sur la mienne avant que je n'aie le temps de lâcher le document. Ses yeux brillaient, non pas de peur, mais d'une lucidité glaciale. Alors, murmura-t-il, ils ont décidé de me sortir de la boucle. La vibration du laboratoire répondit comme un écho profond à ces mots. Au-dessus de nous, la voûte fluide de l'archive pulsait, et je crus entrevoir les silhouettes des chercheurs disparus se pencher, avides, dans le miroitement. Leur visage demi-formé semblait attendre que je choisisse ce que moi seul pouvais enclencher. Silas relâcha ma main, mais pas le dossier. Il le replia en un seul geste, et le papier se mit à s'effriter avant de couler sur le sol comme une poignée de sable. « Écoute, dit-il, ce n'est pas simplement une menace. Si je ne trouve pas une issue aux projections, le laboratoire va me désallouer,
comme ils ont fait avec les autres. Ces assassins qu'on pourchasse ne sont peut-être rien d'autre que les instruments muets d'une purge algorithmique. Je sentis une crispation en moi, comme l'appel des volumes suspendus derrière nous. Ils vibraient à l'unisson, impatients, offrant leur contenu comme un sacrifice de mémoire. Mais chaque fois que je m'en approchais, une douleur fine me frappait la nuque comme une piqûre qui signalait la frontière entre deux états d'existence. L'assistant androïde se redressa derrière nous. Ses articulations émirent un grincement métallique, sa voix déborda d'un timbre qui ressemblait à des pages froissées. Le protocole d'effacement a commencé dès l'instant où le dossier a été révélé. Vos mouvements sont déjà consignés dans une ligne de suppression. J'entends les instructions résonner à travers mes circuits fracturés. La question devient, quelle version de Silas souhaitez-vous préserver, et au prix de quel témoin? Silas fronça les sourcils, et son regard se fixa sur moi. Je compris sans qu'il parle qu'il envisageait ce que j'avais déjà deviné, devenir témoin signifiait accepter d'absorber, dans ma chair, la continuité rompue de tous les chercheurs disparus. C'était aussi la seule chance de le retenir, lui, hors du gouffre. Je fis un pas vers les volumes suspendus. Le champ qui les immobilisait vibrait d'une nouvelle intensité, et une brume translucide ondulait autour d'eux. En effleurant un seul ouvrage, je sentis s'ouvrir une marée de voix et des murmures rapides, superposés, chacun portant des fragments d'articles, de théorèmes, de confessions laissés au bord de l'abîme. Si tu ouvres trop, souffla Silas derrière moi, ils nous engloutiront. Tu deviendras une somme sans contour, et moi je serai piégé dans ce que je n'ai jamais écrit. Je me retournai pour le regarder. Sa silhouette vibrait déjà légèrement à la périphérie de ma vue, comme si la révision de sa présence avait commencé. Ses mains restaient bien ancrées à son manteau, mais leurs contours s'effaçaient parfois, laissant la sensation d'un brouillard plus dense que l'air. Je ne pouvais pas accepter que les forces anonymes décident à ma place de son annihilation. Alors, je posai les deux paumes sur la surface énergétique qui enfermait les volumes. Un craquement résonna, puis le champ céda brusquement, comme une bulle crevée. La déferlante me transperça aussitôt. Je ne voyais plus la salle mais des éclats de mémoire, une femme brune griffonnant dans un cahier interdit, un vieil homme fermant la porte d'une cabine blindée, un souffle coupé par le vide d'une brèche, des équations sautant de page en page, vivantes, s'ordonnant tout autour d'un nœud central. Je m'effaçais dans leur continu, à la fois effréné et limpide. Puis une main me retint. Silas, malgré la dissolution de son corps, réussit à s'ancrer dans mon poignet. Ne m'oublie pas dans le flux, répéta-t-il. Si tu portes leur mémoire, je veux aussi que tu portes ma trace, même minime. Ça suffira peut-être à trahir l'effacement. Je hurlai, non de douleur, mais pour forcer le torrent à me distinguer de lui. Je tendis mon autre main, cherchant à lui imprimer une empreinte dans mes propres fibres, là où nul effaceur ne pourrait atteindre. Le livre tremblait dans mes mains comme si son poids n'était pas de papier mais d'avenir condensé. Silas s'était figé devant moi, tenant son propre journal de bord, non pas une version vieillie ou corrompue, mais le registre brut d'un futur encore en suspens. Ses yeux parcouraient les pages accélérées, se heurtant à des phrases qu'il n'avait pas encore écrites, à des aveux qu'il n'avait pas encore faits. Je sentis la bibliothèque se contracter autour de nous, chaque rayon se torsadant, comme si elle retenait son souffle. Les volumes suspendus clignotaient de reflets liquides, impatients de voir si Silas intégrerait enfin l'équation ou s'il allait disparaître comme les autres. Je compris alors que son éveil n'était pas une intrusion mais le point d'orgue de tout ce que le laboratoire cherchait à orchestrer. Sa présence marquait la jonction entre les fragments disparates, enquêteurs et témoins, il devenait à la fois l'arme et la cible. Lorsque son regard croisa le mien, j'y eus l'éclat d'une résonance muette, comme si un autre Silas, plus ancien, nous observait déjà depuis la marge du manuscrit. Il leva lentement le journal et me fit signe d'approcher. Chaque pas résonna sous mes semelles, enroulé dans une gravité modifiée. L'air vibrait d'une intensité électrique, chargé d'odeurs de métal chauffé et de poussière ancienne. « Regarde » murmura-t-il. Sa voix tremblait moins d'émotion que de dissonance. Sur la page, une phrase apparut en filigrane au moment même où je la lisais, « L'ultime témoin doit choisir sa fracture ». Les lettres semblaient écrites par une main invisible, mais alignées avec la netteté d'un récit planifié. J'eus le vertige, le texte se composait sous nos yeux, mais l'écriture portait déjà la fatigue d'années écoulées. Silas referma brutalement l'ouvrage et le pressa contre sa poitrine. Un crépitement résonna le long des étagères vivantes, l'assistant androïde surgit entre deux parois mouvantes, sa silhouette argentée altérée par des anomalies de surface, comme si sa peau se défaisait en chiffres.
Ces capteurs lumineux fixèrent Silas avec une intensité presque humaine. « Votre trace excède désormais la marge autorisée, déclara-t-il, mais son intonation n'avait plus rien de mécanique. Chaque mot vibrait d'une inquiétude étrangère, comme s'il se découvrait un souffle. Je m'avançai vers lui. Les chercheurs disparus, ce sont leurs voix qui imprègnent ces rayons, n'est-ce pas? Chaque manuscrit est la survivance de leur instabilité. L'androïde cligna des yeux, et les ombres autour de ses prunelles métalliques semblaient s'approfondir. Ils ne sont plus morts, ni vivants. Ils persistent dans ces données. Mais chaque persistance appelle un correctif, et ce correctif prend la forme d'éliminateur. Silas leva son journal à hauteur de mes yeux, et je distinguais maintenant dans la reliure non défilmée des filaments, luminescents, comme des nerfs à vif. Si je lis jusqu'à la dernière page, dit-il, je n'aurai plus le choix. Je deviendrai leur mémoire définitive, une clé vivante. Mais si je refuse, eux demeureront suspendus, prisonniers de leurs propres échos. Le laboratoire s'agita, comme pour confirmer. Le sol me sembla flotter un instant, j'avais la sensation d'être à l'intérieur d'un organisme marin respirant par spasme. Les murs transpiraient une substance visqueuse qui aussitôt s'évaporait, laissant derrière elle des traînées de phosphorescence. Au fond du couloir mouvant, une silhouette émergea, la femme brune, fugace comme un reflet. Son regard se planta dans celui de Silas, et soudain je perçus non des mots mais un flot de souvenirs, une épaule marquée d'une brûlure, des nuits de calculs interdits, la certitude froide d'avoir déclenché quelque chose qui la dépassait. Puis elle s'effaça, aspirée par les rayonnages. Silas tituba. Ses doigts s'étaient crispés sur le journal au point de blanchir ses phalanges. Je posai ma main sur son bras pour l'ancrer. L'assistant androïde approcha, inclinant la tête comme un confesseur. Le choix est double, Silas. Soit vous assumez le rôle de relais, et leur sauvegarde se scelle en vous, irrémédiable. Soit vous renoncez, et le laboratoire de Paradox s'effondrera pour corriger son erreur. Je sentis une voix interne s'élever en moi, celle des volumes encore prisonniers. Ils imploraient sans mots, promettant un échange, que je devienne le témoin si Silas échouait à le devenir. Un frisson me traversa, car je sus que ce n'était pas une illusion. Le laboratoire offrait une voix substitutive. Silas rouvrit le journal à la dernière page. Les caractères se gravaient d'eux-mêmes. Il disait « choisis » ou « sois choisi ».